Bienvenue sur Radio Monster One. Pour ce 7e épisode, nous allons parler trial. Notre invité EE est du genre à speedrunner une finale en 13 minutes, ce qui est un comble quand on est autant superstitieuse. Elle roule autant sur les zones que sur la concurrence. Technicienne hors pair, les pédales grabs et autres statiques n'ont pas de secret pour elle. Dans le civil, elle est prof de PS et on peut noter qu'elle a la classe quand elle décolle et s'élève. Elle a une jante rose, les cheveux blonds et un sourire jusqu'aux oreilles. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on accueille Julia Bretéché dans le 7e épisode de Radio Monster One. Je suis Julia Bretéché. J'ai actuellement 24 ans, bientôt 25, voilà. Et j'ai commencé le monocycle en 2011. Donc ça fait déjà pas mal d'années que j'y suis. Que voilà, j'ai commencé par un petit peu de freestyle, un petit peu de trial. Enfin, disons que j'ai surtout commencé au collège et puis je me suis tournée vers l'association Circle qui, au bout d'un mois de pratique, m'a dit bah, let's go au championnat de France. Moi, j'avais pas trop compris que ça fonctionnait comme ça, donc j'étais très vite impressionnée. Puis bon, à 11 ans, on est toutes très kiki, donc Ah bon? C'est quoi qui a fait que tu as commencé le monocycle? j'en ai fait au collège. OK, genre en EPS? Voilà, c'est ça. Je l'ai fait en EPS et puis finalement, il y avait une association dans le coin, la chance, parce qu'il n'y en a pas partout. Donc voilà, c'était Circonville à Saint-Brévin. Je me suis inscrite et puis en octobre, c'était parti. On est parti au championnat de France. Donc premier championnat de France, c'était bien le mien. Et puis petit à petit, j'ai continué. Et puis j'ai fait beaucoup de freestyle. Et le freestyle me donnait beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, beaucoup de moments désagréables. Donc à un moment, je me suis dit: «Je vais arrêter les frais». Donc je me suis tournée directement vers les trouettes parce que je préfère. OK. Alors faut développer quand même. Que pourrais-je dire à propos de trial qui est une discipline, que je trouve vraiment passionnante parce que, il y a une vraie résolution de problèmes. C'est surtout ça qui me plaît, dans cette discipline parce que, donc on a une zone qui nous pose un problème et ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup plus collectif qu'on ne le pense. On va beaucoup, avec les autres chercher à comprendre comment est-ce qu'on peut la passer selon les techniques qu'on a, selon les compétences qu'on a, on peut trouver des biais pour réussir d'une certaine façon et ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est pour ça que le trial, elle est pas une discipline, qui est plus intéressante en compétition qu'un entraînement, parce qu'à l'entraînement, c'est tout autant intéressant de chercher à résoudre le problème et puis, elle pose aussi beaucoup de soucis au niveau psychologique et ça, j'en fais les frais depuis 10 ans, je n'arrive pas à maîtriser mes émotions et c'est un problème qu'il faut que j'arrive à endiguer, mais pour le moment, je n'ai pas encore trouvé la solution. Parce que, bon, chaque compétition, ça me terrifie. Je suis dans une angoisse, terrible et puis, bah, voilà, beaucoup de stress et puis, donc comme la compétition dure 1 heure et que souvent j'ai les yeux sur les concurrentes, je me dis: «Ah là là, celle-ci elle a réussi à faire une zone que j'ai pas réussi» et là ça devient la spirale infernale et tant que j'ai pas un membre de mon équipe pour me taper sur le casque très fort comme Candice l'a fait l'année dernière, pour me dire: «Allez, c'est bon, tu fais ton truc, et puis, tu t'occupes pas du reste», voilà, j'ai beaucoup de mal. Donc c'est aussi ça la force du collectif, que j'aime beaucoup dans le trial, c'est que pour ma part, hein, ça dépend de chacun, mais moi je peux pas réussir toute seule. Je pourrais pas arriver dans une compétition de trial toute seule et dire: «OK, je fais mon truc et puis basta». Impossible. Il faut que j'ai quelqu'un avec moi qui puisse m'encourager, qui pas c'est pas toujours évident de m'épauler parce que je suis stressée, la veille, je suis stressée la semaine d'avant. Donc je sais que des fois c'est particulier, mais bon, voilà, il faut toujours quelqu'un avec moi. Mais tu soulèves un point intéressant. Alors déjà, c'est vrai que la chance que tu as, c'est que généralement le trial, c'est un sport un peu solitaire. Et c'est vrai qu'avec les cercles en rêve, vous avez vraiment ce truc collectif qui du coup, est vraiment bien, qui nous permet de progresser tous ensemble et de vous soutenir. Mais c'est vrai que la question de la alors peut-être, c'est un grand terme, mais de la santé mentale dans les sports, c'est une vraie question et bah, moi, je vois bien, moi aussi, hein, dans les compétitions, particulièrement les finales de trial, c'est des choses qui m'ont le plus stressé, de toute ma vie. Ah ouais, et puis c'est difficile de j'ai essayé plein de solutions pour me débarrasser de ça. J'ai essayé de me voir positivement, tu vas y arriver, tout ça, mais il y a toujours un moment où, même dans mon inconscient, même si je me force à me poser des phrases, positives, j'arrive pas à retourner la situation. Et il faut voilà, faut que j'ai une personne de référence pour pouvoir, me sortir, de ça et c'est souvent Marin, c'est souvent mon coach, Sénat qui m'aide là-dedans. Mais oui, c'est un vrai esprit collectif, à Circonville et je pense, dans le trial qu'il faut persévérer pour y arriver.
Mais quand tu parles de santé mentale, c'est vrai que c'est assez rigolo. En monocycle, comment dire? Je me suis pas vraiment autorisée à penser comme une athlète de haut niveau, en me disant que le monocycle était pas forcément, pour le moment un sport de haut niveau. Et quand j'ai gagné les championnats du monde en 2022, je me suis assise, près de la piscine, du camping et je me suis dit: «Et maintenant, qu'est-ce que je fais?» Et ce côté, mental, ce côté psychologique, du sport, je me l'étais pas vraiment posé par rapport aux autres athlètes que je peux voir à la télé et en fait, je l'ai ressenti comme eux. Enfin, je me suis sentie comme une athlète de haut niveau qui a atteint son objectif et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et c'est vrai que je me disais: «Oui, bon, c'est du monocycle, faut rationaliser» et en fait, non, en fait, on a les mêmes sensations que certains athlètes, très connus, c'est voilà, pendant la compétition, on stresse, on n'est pas sûr de nous. Après la compétition, quand on a réussi et ben, il faut se fixer de nouveaux objectifs. Il faut réussir à avoir de nouveaux rêves, de nouveaux objectifs à atteindre et ça, c'est pas évident. À ceci près, je trouve que les sportifs professionnels, bah, du coup, c'est professionnel et du coup, il y a beaucoup de j'ai leurs sponsors, tu vois, quand tu es dessus et du coup, une saison loupée, ça peut être vraiment une carrière Mmh. totalement éclatée et tout ça et moi, je sais que les JO, alors, c'est à la fois l'un des plus beaux trucs, qui existent au monde et à la fois un des pires, mais et ce qui fait que c'est un des pires, c'est que c'est des personnes qui ont travaillé 4 ans d'arrache-pied pour, bah, finalement échouer parce que la majorité, finalement, échoué et c'est horrible et Mmh. en même temps, c'est magnifique. Mmh. Mais c'est en termes de pression, c'est affreux. Oui. Bah, c'est sûr que oui, la pression des sponsors, ça et puis c'est supplémentaire. Après, ils ont aussi les soutiens à côté, oui, nous on a Oui. mais je pense que le côté pression on va dire, gagne plus sur le soutien, émotionnel qu'ils peuvent avoir. C'est pour ça que justement pour aller aux États-Unis en 2024, tout le monde m'a dit: «Fais, du sponsoring, va chercher le sponsoring» et j'ai pas voulu parce que alors ce qui est débile, hein, maintenant a posteriori, je me rends compte que j'aurais dû faire le nécessaire. Mais, j'avais tellement peur de perdre, j'avais tellement peur de décevoir, les sponsors, de me dire qu'ils m'avaient donné de l'argent et que j'ai pas réussi à les satisfaire, on va dire, que j'ai préféré, financer moi-même, la compétition juste pour, me débarrasser de cette pression. Donc cette pression m'a pité question, mais mais voilà, j'ai préféré, Oui, même ce qui me semble, je sais plus si c'est toi qui l'avais dit ou Marin, mais que tu avais dit à ta famille, par exemple, «C'est moi qui vous dirai, les résultats, mais soyez patients, vous m'envoyez pas de message», mmh, quelque chose comme ça, moi. ouais, ouais, parce que ma famille m'a toujours beaucoup soutenue, mais il y a eu, des biais un peu trop, j'ai été un peu poussée quand j'étais petite et là, j'ai vraiment envie d'être tranquille, qu'on me pose aucune question, voilà, que ce soit à moi c'est-à-dire de garder la main sur mes performances et sur ce que j'ai envie de dire et voilà. Parce que j'ai des émotions des fois que j'ai pas envie de partager, que j'ai envie de garder pour moi ou pour mes amis qui sont sur les compétitions parce que Et du coup, on parle des compétitions. Donc ta première CFM, c'est la CFM en 2011. alors du coup, j'ai commencé non, c'était en 2012, je me suis trompée, c'était à Colmar. Pas mal, tout à fait. Et donc là, tu as fait quoi exactement? Parce que tu débutais? Oui et j'ai fait du freestyle, on avait terminé en duo 2e et puis de l'athlétisme. Je ne pense pas avoir participé au trial la première année, je ne sais plus. OK. Du coup, l'année d'après, tu y es retourné, déjà tu connaissais plus le truc et tout ça. Tu es parti avec quel, Et là, c'était à Circonville, c'était à Saint-Brévin en 2013. Ah mais oui, c'est vrai, tu raison. Donc c'était à domicile. Ouais. Et là, tu y es allé avec quelle mentalité? Oh bon, quand j'étais, plus jeune en fait, j'avais aussi, je me sentais un peu en concurrence avec d'autres et donc c'était pas très agréable, Ah, c'est le problème du collectif aussi. voilà, c'est ça. En 2012, je crois bien, j'avais fait le trial et on avait emmené nos monocycles trial et il restait une place en speed trial et on m'avait dit, «Bah tiens, untel, prends le monocycle de Julia, tu iras, tu vas compléter» et moi on m'avait pas demandé et du coup ça m'avait un peu je m'étais dit: «Mince, je suis pas assez forte» et ça m'avait marquée. Donc c'est toujours un truc, maintenant je me dis: «Ah maintenant on va proposer». Ah ouais? Et ben, je me trouve. Ouais, exactement. Mais c'est en vrai, il y a beaucoup de personnes qui deviennent champions juste parce qu'ils ont été vexés. Moi, quand j'ai commencé, je sais pas, des amis à un co enfin, les parents à un copain avaient vu une vidéo de Xavier Collot, mais ils ont dit: «Il il arrivera jamais à ce niveau-là». J'ai dit: «Ah ouais?» Non. Et ça fait partie des trucs, qui m'ont vexé un peu et du coup, je me suis dit: «Ah ouais, eh ben, OK, une prochaine fois, je vais vous montrer». C'est rigolo parce que souvent ces gens-là se souviennent pas de du moment qui a eu un peu déclic, C'est ça.
Et du coup, parce que tu as dû enchaîner les CFN et tout ça, mais à partir de quand, s'il y a quelque chose qui a changé? Dans le sens où, tu t'es dit: «Eh mais en fait, peut-être je peux vraiment, commencer à gagner, à devenir championne de France, Europe, le monde», enfin il y a un groupe forcé qui Eh bien, c'est vrai que quand on s'entraînait à Cirque-Henri, on ne voyait pas trop la différence avec les autres clubs, mais on est un vrai club de trial, en fait. On en a encore reparlé, tout de suite avec Nico, et on disait qu'on était les seuls à faire freestyle et trial. Alors les autres font du basket, de l'athlétisme, du freestyle, mais pas forcément ces 2 spécificités. Donc quand on arrivait en championnat de France et quand tu me disais quand, je pense, presque dès le début, vers 2014, tout de suite, on a commencé à être sur le podium, assez rapidement. Parce que, déjà, il y a peu de filles qui font du trial, donc peu de filles qui s'entraînent toutes les semaines à faire du trial fait que, on a gagné assez facilement. Mais les premiers championnats du monde que j'ai fait, c'était en 2016 et là, j'ai talonné la première qui avait 25 ans, c'est Maria, mais je Marie. Maria Station Profession. C'est ça, exact. La qualification s'est bien passée, je faisais mon truc, mais voilà, j'étais en outsider, quoi. Voilà, j'avais aucune prétention et quand je suis passée en finale, là, il y avait un écran géant avec, des petits points qui suivaient le nombre de zones et on m'a raconté, parce que je ne regardais pas, j'étais vraiment à fond dans ma compétition, que j'étais à chaque fois, à talonner Maria, une zone de plus, elle passait devant, puis je repassais devant et là, il y a quelque chose qui s'est passé d'un peu magique, mais en même temps extrêmement triste. C'est que, je me suis rendu compte que je pouvais gagner Mmh. et là, j'ai fait un saut, enfin j'ai fait un saut, complètement inconscient, on va dire, de l'âge de 15 ans quand tu te dis que tu as des ailes et que tu ne pourras jamais te faire mal et je me suis explosé la cheville. Ça a été fini pour moi en finale et le lieu était extrêmement beau, c'était un vélodrome et donc il y avait des spectateurs, sur tout le tour du vélodrome et là, ils se sont tous levés, pour m'applaudir. J'avais l'impression d'avoir une musique, épique dans la tête, parce qu'on me portait, puis tout le monde se levait. Enfin, c'était incroyable ce moment. Et donc ce qui a fait que j'ai pas terminé cette finale, j'ai toujours un peu cette question: «Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pas fait ce saut un peu inconscient?» mais en même temps, ça fait partie de ma construction. À partir de là, je me suis dit: «Bon, on va peut-être arrêter les bêtises». Chose que je n'ai pas totalement faite par la suite, puisque c'était aux EUC de 2018 où j'ai re-rencontré Maria et j'ai refait la même chose. J'ai ressauté un gap, que j'aurais pas dû sauter de cette façon, j'aurais dû prendre mon temps. Ce qui est fou, c'est que j'ai l'image de la zone et pendant longtemps, j'en ai fait des cauchemars. Je me disais: «Mais punaise, Julia», et donc j'ai fini 2e derrière Maria et après elle a arrêté. Voilà. Écoute, tu l'auras jamais battu. Voilà. Comment tu peux la battre avec le nombre de première place au championnat du monde? Oui, Que je sais plus combien elle a fait. elle a toujours Elle est à double comme toi. oui. C'est l'objectif. C'est ça. Mais c'est vrai que Marin, il ressent exactement, ce sentiment-là. Il veut absolument battre Marc cet été, puisqu'après ce sera certainement plus possible. Bah, oui, bah, je sais bien parce que je vais interviewer dans un podcast que tu n'as pas écouté. Non, c'est filmé, c'est enregistré. Mais ouais, c'est cette sensation, de 2016 était assez forte à vivre. Et juste après, en 2017, j'ai fait les championnats d'Europe à Supergelen, en Hollande. Et là, j'étais en forme, j'étais dans une forme pas possible. Avant, j'étais hyper entraînée et mon papa, m'a dit juste avant de partir: «Allez, fais-nous un dernier 4 palettes, histoire d'être, bien chaud patate», chose qu'il ne faut absolument pas faire, parce que je le sais maintenant. Je me suis encore explosé la cheville avant de partir. Ah non! Oui. J'ai décidé d'y aller quand même. Je suis arrivée en béquille, là-bas, et donc les concurrentes m'ont vue en béquille et sont venues me voir parce que c'est pas toujours sympathique, dans ce milieu-là, c'est un peu spécial de temps en temps. «Oh Julia, tu vas pas faire du coup?» Je dis: «Mais si, je compte faire quand même». Alors, bon, Nico était pas très chaud, mais bon, je laissais planer le doute, mais elles, je voyais bien qu'elles étaient pas mécontentes. Et donc j'ai raté toutes les épreuves d'athlétisme et tout ça. J'ai rien fait pendant la semaine et j'avais de la chance, le trial était à la fin. Et tous les jours, je posais le pied par terre, j'appuyais dessus très fort, j'allais me promener dans le jardin, histoire que ça chauffe, histoire que l'entorse, j'oublie qu'elle était là. Et le jour du trial, pareil, je sautille et juste avant, j'étais tellement matrixée par les 4 palettes que je devais passer, à l'époque, c'était mon objectif, que la nuit, Fanny qui dormait avec moi me disait que je parlais dans la nuit, je disais: «Papa, je vais passer les 4 palettes». D'accord. Donc c'est là, on se rend compte à quel point j'étais, un peu sous pression et en même temps complètement matrixée par le truc. Je pars au trial, j'appuie très fort, ça fait mal, mais je chauffe et en fait, je suis partie dans un
il y a que le mental qui a fonctionné, hein. Et j'ai fait la finale, je l'ai terminée en une demi-heure au lieu d'une heure. Et c'est la première fois que je finissais avant. Et c'était incroyable, c'était génial. J'ai tout speedrun, c'était super. Sauf que juste après, ils ont enchaîné avec le speed trial. Et je me suis jetée dessus en me disant, allez, c'est parti, speed trial, on garde le mouvement et tout. Et en fait, je me suis évanouie. Oh. Oui, j'ai fait la zone, j'étais étalonnée on était toutes les 2 au même endroit et puis au moment de remonter en petites 3 palettes, toute mon énergie est descendue et je me suis évanouie sur la palette et puis je me réveille, c'est Nico qui m'a transportée, jusqu'à voilà, jusqu'au sol et je me réveille, il y a une ligne partout et tout. Ah, donc là, le corps ne pouvait plus. Et en rentrant, je suis allée voir le kiné et c'est la première fois de ma vie où un professionnel de santé j'ai vu un professionnel de santé aussi en colère. Il m'a explosé la tête en me disant: «Mais c'est quoi ces chevilles? Elles sont dans un état pas possible, je peux rien faire, tu aurais dû rester au moins un mois sans sport et tout». Il était pas contente. Oui, regardez ma médaille. Ah oui, c'est ça. Oui, mais voilà, regardez. J'essaye de plus me mettre dans ces états-là quand même. J'ai été un peu à l'extrême à certains moments. Et du coup, après le gros rendez-vous suivant, c'était les Unicodes, je suppose, ou il y en a une autre? Eh bien, il y a pas eu d'unicorn, ah si, il y a eu des unicorns de Corée, mais j'ai pas pu y aller, c'est vrai. Parce que voilà, j'avais 17 ans, fallait que quelqu'un m'accompagne et financièrement, c'était assez difficile d'accès quand même. Donc après, il y a eu les EUC de 2019 et là, il y avait même plus Maria, donc j'ai gagné. 2020, je sais plus si je les ai faits. Après, il y a toute la partie Covid. Est-ce que ça fait que tu t'es plus entraîné? Est-ce que ou pas, dis-nous? Alors, il y a eu un moment aussi où, juste avant le covid, je suis partie en Erasmus et là, j'avais fait en sorte de prendre mon monocycle avec moi, mais ça a été très dur de m'entraîner, parce que voilà, j'avais autre chose à faire, visiter, apprendre, étudier un peu. Et puis, est-ce que tu sais t'entraîner seul? C'est extrêmement dur pour moi de m'entraîner toute seule. Pendant longtemps, surtout, bah, c'était pas de la pression, mais sous une incitation forte, on va dire, de mes parents. C'était: «Allez, si tu veux gagner, il faut t'entraîner toute seule, il faut que» ils m'avaient fait un parcours dans le jardin, mais en fait, ça me plaisait pas de m'entraîner, de faire des trials toute seule, ça m'intéresse pas et donc c'est vrai que ça a été très dur pendant très longtemps de m'entraîner seule et seulement maintenant que je suis assez loin de mon club, je suis à 4 heures de route, j'ai beaucoup pris en maturité et je sais quels sont mes objectifs. Je dirais qu'avant, mes objectifs étaient un peu, teinté de on va dire de la volonté d'autrui, donc ma famille ou ce qu'on pouvait projeter sur moi. Mais maintenant là, à 24 ans, je sais que c'est moi qui en ai envie vraiment. Donc je me suis aménagée, j'ai dans mon garage, quelques palettes pour faire de la hauteur. Par contre, je sais que ça me tiendrait pas et je l'assume, je ne pourrais pas aller, prendre mon monocycle, aller en ville et faire du trial ou du street, en ville. Ça me procure rien du tout. Ce serait même presque ce serait me forcer, ce serait voilà. Donc du coup, j'ai trouvé un compromis, pas trop mal, c'est de faire de la hauteur quelque chose qui est utile pour le trial. Ça, je peux le faire toute seule. Puis des petits éléments techniques comme, voilà, mettre une petite barre et puis faire du grab, sur un tas de palettes sur le côté. Puis ça me permet d'avancer justement sur quand je reviens exceptionnellement à Cirque-en-Ré, au moins j'arrive avec quelques billes et c'est ce qui s'était passé pendant le covid. Là, je m'étais décidée à prendre le stick stand parce qu'avant j'étais nulle, à chaque barre, c'était une catastrophe et donc pendant toute la période covid où j'étais avec mes parents tranquille chez moi, j'ai fait que du stick stand, tirer une pédale, puis l'autre, puis à l'envers, puis incliné, puis tout ça et ça a été la meilleure chose que j'ai pu faire à ce moment-là. Parce que quand je suis revenue à Cercle-en-Ré, quand ça a repris, j'avais pris un niveau de fou, rien que ça, quoi et en fait, je me rends compte que c'est hyper important et c'est ce que je dis aux jeunes maintenant. Même si c'est un peu chiant au début, le système, c'est hyper important. Bah, c'est ça, c'est en fait, l'image qu'on a du trial souvent et même que les trialistes ont, de ce qui est trial, c'est tu mets 2 gros tas de palettes un peu éloignés et en gros, faut monter dessus et il faut faire le transfert, quoi. Mmh. Faut pas faire un gros gap à la fin. Alors c'est pas du tout ça, en fait. C'est vraiment, moi, je pense à penser que un bon trialiste, c'est quelqu'un qui sort tout le temps de sa zone de confort, qui fait que des trucs chiants et s'il prend du plaisir à faire des trucs chiants, bah, il sera trop fort. Ouais. Moi, ce qui me pose problème actuellement et mon plafond de verre, c'est la hauteur. Parce que là, rien qu'en regardant là, les zones qui sont en train de se monter, il y a des passages techniques que je sais que je peux faire, mais à partir de 6 palettes, c'est terminé, je j'ai pas accès. Et je suis même d'ailleurs dans la fourchette basse des filles, au niveau de la hauteur, je suis vraiment pas terrible, terrible. C'est un truc à choper mais
coup, tu commences vraiment à t'y entraîner maintenant, tout seul, puisque tu ça, peut-être que ça va progresser. C'est sûr, mais il y a le côté, en fait, la hauteur, avec peu 2, on va dire en direct, ça va, parce que je sais que je peux me rattraper avec le grave. Mmh. Mais, grimper en grave, ça, c'est pour moi, c'est très, très difficile parce que j'ai eu tellement de bleus énormes sur la cuisse à m'exposer, soit sur le côté de la palette, qu'il y a un réflexe qui fait que j'arrive pas à me lancer. Ah ouais? Mmh. OK, enfin ça, c'est très curieux. Donc les 6 palettes en grave, j'y arrive pas. Mmh. Au-delà, c'est même pas possible, alors que j'arrive à monter 5,5 en direct. Donc ce qui est pas logique. C'est pas logique. Bah non, mais j'arrive pas à me dire que si je rate la pédale, je vais juste m'exposer la cuisse. Ah, tu rates gravement la pédale quand même, peut-être, non? Bah, c'est tout me passer. Ouais, bah, mais là, la question se pose pas étant donné que tu fais 5,5 en plein. Et il y a quelque chose que je pige pas, que mais ouais. Et en direct, sans faire de rebond, je suis à presque 5, je suis à 4,5. OK. Donc, et en fait, il y a une technique que j'ai pas encore acquise, mais qui me freine. Non, ça viendra. Mais oui, effectivement, c'est ça que c'est quand c'est un voit qu'on doit rouler, c'est que tout ce qui va être les barres et tout ça, aucun problème. Mais au niveau de la hauteur, moi, ça bloque un peu. Mais ça va venir. OK. Et du coup, après, les unicorns. Après, je me conne de l'année prochain. Non, je veux dire, les premiers unicorns, enfin, ou les 2022. Mmh. Alors là, 2022, ça a été une explosion d'émotions aussi, hein. De toute façon, je ne vis qu'à travers les émotions en mode c'est du bon, c'est du mauvais, c'est un peu de tout. Et donc 2022, j'avais encore jamais gagné, à part 2017, mais pas les mondiaux. Là encore plus, c'est en France. Il y a ma famille qui vient, il y a beaucoup de spectateurs. Toute la semaine, déjà, j'ai jamais été malade en voiture, mais le trajet jusqu'à Grenoble a été le pire de ma vie. Voilà. Toute la semaine, je suis là pour les copains, mais j'ai toujours cette petite préoccupation, ce qui va se passer. Je crois que d'abord, c'est le speed trial, sauf que cette discipline, je l'ai toujours ratée. C'est voilà, c'est le fil rouge en ce moment, le speed trial, je m'emballe, c'est trop de pression sur le moment. Il y a beaucoup de spectateurs qui regardent très peu de personnes. En même temps, tu es en course avec quelqu'un, donc il faut se presser. Alors que oui, voilà, le trial, je me sens noyée dans la masse. Mais au final, de ce qu'on m'a dit, en 2022, lors des finales, les qualifications se passent bien. Je termine première. Jusque-là, je suis toujours concentrée. Je me mets pas, à aucun moment, je sens que je vais gagner facilement ou que je vais finir première à tous les coups. C'est voilà, je suis première, j'ai un petit peu d'avance, donc ça me rassure, mais ça me permet pas d'être, confiante. Ensuite arrive la finale. La finale est à 19h sur le papier. Finalement, elle est décalée à 20h. J'étais bouillante. C'était, j'avais de la vapeur qui sortait de partout, tellement j'étais pressée de commencer et de tout manger. Juste avant, petite chose, c'est que, les copains avaient aidé à monter les zones. Ils m'avaient dit: «Franchement, Lila, les zones, tranquille. Là, ça va le faire». Ils avaient même suggéré un petit peu à l'organisateur d'augmenter le niveau parce qu'ils avaient trouvé ça un peu facile, mais Je sais, moi, j'en ai monté, on m'a dit: «Oh, descends un niveau, c'est trop haut». Je fais: «Bon, bah, d'accord, ça». donc en arrivant, c'est vrai que j'ai lu, je me suis dit: «Bon, ça devrait pas poser problème, c'est une chose qu'on fait assez facilement à certains». Top départ à 20h et là, je cours. C'est vraiment chaque zone, je les enchaîne sans faire un pédale grab parce qu'à ce moment-là, j'avais appris la règle des pédales grab. Avant, ça n'existait pas. Donc le jour de la compétition, on me dit: «Maintenant, un pédale grab, c'est 0,5». Alors moi, qui fais que ça, parce qu'avant j'adorais ça, pour moi, c'est une catastrophe. Alors heureusement que Nico m'a dit: «Allez, c'est bon, on va pas se focaliser là-dessus» parce que c'était encore un aileron qui allait me prendre toute ma concentration. Donc je me concentre sur 0 pédale grab. Une zone, 0 pédale grab. Une deuxième, 0 pédale grab. Une troisième. Et là, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et Nico me dit: «Arrête-toi, respire, respire, respire». Et moi, je dis: «Non, j'ai pas besoin, tout va bien, tout va bien». J'y vais et il y en a une où je fais un pédale grab. Je finis toutes mes zones en un essai. Il y en a une que je refais avec un deuxième essai et je me dis: «Non, je vais pas m'arrêter là». J'avais déjà terminé mes 10 zones, mais pour moi, j'avais pas gagné. C'était: «Il faut absolument, absolument que j'enlève ce pédale noir, sinon, je suis toujours en danger», j'étais dans une espèce psychologiquement, j'étais dans une bulle que personne ne pouvait comprendre parce que pour les autres, c'était déjà fait, mais pour moi, non. Je refais cette zone où j'avais fait un pied à droite, je crève. Heureusement, j'ai une équipe de choc derrière moi qui me tend mon deuxième monocycle, je leur donne le premier. Je finis la zone. Ils ont même pas le temps de me tout remonter que j'avais déjà fini avec le deuxième. Et là, je me rends pas compte, je cours vers le gars qui a le chronomètre. Il me le montre
et je vois 47 minutes. Je fais: «Oh punaise, oh là là, heureusement que je me suis pressée. 47 minutes, il me restait que 13 minutes pour finir et tout» et là, tu me dis: «Non, non, c'est un compte à rebours. C'est donc tu l'as terminé en 13 minutes, ta finale». Tu anglais, tu sais: «I'm so sorry, it was too easy for you». Tu là: «C'est pas j'ai encore de l'énergie là, je suis désolée, mais» donc ça a été, waouh, un cocktail, monstrueux. Ça aurait presque pu y avait une zone, en un homme que tu aurais pu faire très simplement, je pense. Celle avec les zigzags là, ouais. Avec les zigzags, tu aurais pu, ça aurait été très beau. Mmh. Mais J'aurais aimé le faire, puis après je me suis dit que c'était pas très humble. ah oui, non, je pense pas qu'il y ait une question de d'humilité, c'est histoire de montrer aussi, bah, vos zones, elles étaient faciles. Moi, je peux faire des zones d'hommes et puis non, il y a pas de question, tu faut que tu montres ce que tu sais faire. Ouais, mais c'est vrai qu'elle me faisait des rêves, je me suis dit: «Non, je ne veux pas». Et après même en termes de sécurité, c'était le mieux à faire, dire: «Bah, c'est bon, j'ai fait mes zones et basta, j'ai gagné». Mais oui, je me rappelle très bien de ce moment-là. «Ah mais c'est fini la fête?» «Bon bah d'accord». Mais c'est vrai que c'était du coup, j'avais encore plein de choses, en moi. Je dirais pas que j'étais un peu déçue, de ma réaction, mais quand je vois les vidéos, bah, je suis là: «Ah, je suis contente», mais je suis pas réellement, soulagée, on va dire, de c'est après que j'ai ressenti ça et surtout quand, je rejoins mon équipe et là, j'ai un copain qui me file une pinte de bière, dans la main et qui me dit: «Allez, va t'installer dans les gradins et va regarder les autres». Et là, ça c'est un moment assez incroyable quand même. Bah, après ça, il y a eu l'euphorie. Oui. Donc il y a eu Eddie qui arrive en mode sick et qui se prosterne devant moi et j'ai cru que j'allais pleurer. Franchement, je te jure. I was gonna Ah moi je sais pas, moi j'ai fait ça quand parce que je trouvais que c'était normal quand même là pour au bout d'un moment, c'était, quand tu fais une finale en 13 minutes, tu es obligé de Voilà, c'est un souvenir vraiment, qui me marquera à vie. bah, je suis content. Comme moi je m'en rappelle aussi donc ça va. Et puis, des enfants, des personnes qui viennent me demander des autographes sur des t-shirts, des tote bags, des verres, des drapeaux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bah, après c'était en France, donc non, c'était encore mieux. Et puis là, j'étais sur un petit nuage et comme je te dis, quand je me suis retrouvée toute seule, le lendemain, sur le transat, j'étais là: «Mais qu'est-ce que je fais?» Parce que, je suis un petit peu superstitieuse, on en parlera peut-être plus tard, hein, parce que c'est un gros point, la superstition pour moi et je me disais: «Mais à chaque étoile» enfin, c'est un petit peu neuneux, hein, mais à chaque étoile filante, je me disais: «Ah, j'aimerais bien être championne du monde quand sont pleines les bougies. Ah, j'aimerais bien être championne du monde». Bah, maintenant que c'est fait, enfin, qu'est-ce que je raconte aux étoiles, ce skate? C'est une vraie question ça aussi. Là, ça a été quelque chose. Évidemment, il y a de continuer à gagner, mais continuer à gagner, ça sous-entend justement supporter, comme tu dis, cette pression sur ses épaules, capable de l'encaisser, être capable de aussi de bah, ça va être c'est bah, je raconterai après, mais cet été, j'ai eu un contre-coup, important puisque j'ai terminé deuxième et ça faisait 8 ans que ça m'était pas arrivé. Donc petite remise en question quand même. Mais c'est vrai qu'en 2022, il y a toutes ces questions-là qui se posent et bah, que voilà, et puis l'avenir aussi professionnel, l'avenir, là, en 2022, j'étais encore étudiante, donc largement le temps de m'entraîner et voilà, quand je vais passer le concours pour être prof de PS, après je sais que je vais m'en aller. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais continuer à m'entraîner? Est-ce que je vais continuer à avoir envie de m'entraîner aussi? Finalement, ça a été le cas. Donc 2022, tout c'était à Grenoble. Ensuite, les articles de journaux, j'ai été invitée à la mairie par ma mère locale. J'ai fait tomber la médaille devant tout le monde. C'était voilà, toujours une petite boulette de toute façon, sinon c'est pas rigolo. Un instant d'euphorie qui a quand même duré un certain temps, hein, dans l'année. Puis en 2023, ça va bien me passer. Si, il y a eu les EUC d'hiver et là donc j'ai comme j'étais plus du tout, au même endroit, j'ai pas réussi à bien m'entraîner et les compétitions sont devenues plus dures. La CFM est devenue plus dure parce qu'il y a des étrangères qui venaient, les étrangères qui étaient mes concurrentes au championnat du monde. Donc même si oui, tu es seule française, donc tu vas gagner, non. Je peux pas terminer deuxième sur le scratch et puis finalement me contenter de mettre ma première place de championne de France. Et donc la CFM 2023 a été très compliquée. J'avais pas d'entraînement, il y avait toutes mes concurrentes qui étaient là et puis les concurrentes jeunes qui arrivent parce qu'en 2022, Seng qui est du coup ma concurrente directe avait 15 ans. Donc encore, bah, en fait, la même chose qui s'est reproduit, quand j'avais 15 ans en 2016. Exactement pareil. Elle monte en puissance. Moi, j'essaye de me stabiliser. Donc je retrouve un petit peu ce qui s'est passé entre Maria et moi,
actuellement. Et donc la CFM se passe, c'était très très dur pour moi. Tout le monde venait me voir: «Ah, de toute façon, la championne du monde, tu vas gagner, c'est sûr et tout». Donc waouh, hyper dur à porter ça, ce fardeau. Donc voilà. Et puis se passent les EUC, pareil, d'hiver, pression, exactement pareil. Finalement, je me rends compte qu'entre 2022 et même maintenant, j'ai presque moins apprécié certaines compétitions parce que justement je me mettais cette pression, de devoir gagner parce que les gens me le disaient aussi parce que voilà, j'avais pas le droit de perdre, j'étais championne du monde donc voilà. Et puis aussi par pas fierté, c'est pas de la fierté, parce que moi aussi je me voyais pas perdre, quoi. Donc arrive 2024 aux États-Unis. Déjà, il fallait prendre la décision d'y aller ou pas. Je savais que le club n'y allait pas. Il fallait qu'avec, les copains, on arrive à s'organiser. On a réussi à s'organiser assez facilement, à étaler les 2 points sur toute l'année. Ça nous a pas, on va dire, impacté de trop puisque c'était des dépenses étalées, donc ça a été. Mais voilà, nous voilà partis à 4, Adrien, Lara, Fanny et moi, pour Curchi-Cadmet. Donc grand déplacement, j'étais jamais allée aussi loin. Et là, pareil, une semaine un petit peu stressée. Je croyais que j'étais allergique à la nourriture américaine, alors que pas du tout. Voilà, parce que tout ce que j'ingurgitais, ça passait pas. Et en fait, le lendemain du trial, on s'est fait un bon burger et puis tout s'est bien passé. Donc voilà. C'est juste le stress. C'est ça. La cause a été identifiée et le succès. Là, on fait nos qualifications. Pareil, je suis une première, mais là, je suis beaucoup moins confiante. Je sens qu'il y a des concurrentes sérieuses. Et là, pour la finale, se passe un autre moment assez désagréable. Je suis déjà stressée, je suis avec Fanny, on regarde les zones, on est en observation. Et là, je vois que toutes les filles de la finale discutent entre elles et viennent me voir. Elles m'entourent complètement et me disent oui, les zones sont trop dures pour nous. Et moi, je leur dis non. Puis ils me disent oui, mais toi, c'est facile parce que tu t'entraînes pour ça. Et là se pose un gros problème pour moi. Je me dis, nous sommes en finale des championnats du monde. À moins que voilà, le monocycle, enfin, que ça ne veut rien dire pour vous. Pour moi, championnat du monde, c'est quand même à haut niveau. Donc, évidemment que c'est normal qu'elle soit difficile et en plus que je m'entraîne pour ça. Donc, déjà, voilà, elle me dit, oui, mais toi, tu t'entraînes pour ça, c'est facile pour toi. D'accord. Et elle me dit, oui, on aimerait bien changer tel truc, tel truc. Par contre, si tu dis non, on fait pas. Et moi qui, à ce moment-là, était très mauvaise en anglais, je n'arrive pas à l'exprimer. Donc je ressens une espèce d'injustice profonde et je n'arrive pas du tout à poser mes mots, à dire non, je suis pas d'accord. Vous êtes toutes capables de le faire, c'est juste que vous n'avez pas confiance en vous et puis voilà. Donc je dis non, je veux pas qu'on change les zones. Si on n'arrive pas à en faire une, et ben c'est l'objectif en fait. Chez les garçons, ils ne terminent jamais les 10. L'objectif, c'est pas qu'on les termine, c'est qu'on en fasse le plus possible. Et finalement, je vois qu'on n'en écoute pas du tout et qu'on change la zone, comme, elles avaient prévu entre elles. Et cet esprit de groupe, contre moi, je l'ai extrêmement mal vécu parce qu'aussi, mince quoi les filles, surtout que je connais très bien leur repos, je m'informe, je regarde un petit peu ce qu'elles font et elles sont capables de faire ces zones-là. C'est juste que dans le trial féminin, chez certaines, je ne sais pas ce qui se passe, mais à chaque fois qu'il faut une zone, il faut qu'il y ait des gens partout qui puissent les parer, c'est limite s'il fallait pas mettre des tapis partout et tout. Je veux pas dénigrer parce que chacun a ses peurs, mais c'est très bizarre. J'arrive pas à mettre les mots sur pourquoi il y a ce comportement-là qui est présent et Mais c'est une vraie question. Tu vois, moi, récemment, j'ai discuté avec Cécile. Mmh. Du coup, on parlait du fait que moi, au street, j'avais intégré la mixité, mais que quand même, j'avais gardé un podium féminin pour pas invisibiliser les femmes. Et moi, à quoi elle m'a répondu, elle m'a dit, moi, en fait, je crois que je m'en fous du podium féminin parce que, en fait, de toute façon, je serai sur le podium si je suis sur le podium féminin. Donc, en fait, il m'intéresse pas parce que forcément, je vais l'avoir. Et du coup, ça, j'ai trouvé que c'était une bonne mentalité. Mais par contre, j'observe que c'est pas le cas du tout de toutes les filles. Et il y a ce truc de se contenter un peu du minimum et de vraiment en plus se dire ah oui, mais c'est quoi le minimum pour être autorisé à faire son hauteur ou des trucs comme ça? Et ça, j'ai beaucoup de mal avec cette mentalité parce que, en fait, bon, bah forcément, de toute façon, pour l'instant, le niveau féminin, masculin, il est très différent. Mais c'est aussi parce qu'il y a, en fait, il n'y a pas la même dose d'entraînement. Tu es une des rares femmes à s'entraîner presque autant que les hommes et d'avoir la même mentalité de gagneuse et tout ça. Alors que j'ai l'impression que, il y a ce truc un peu, ouais, de rester dans une sorte de petit confort, comme vous êtes pas nombreuses, il y a plus de chances de médailles, c'est très bien comme ça et puis, je sais pas comment tu vois les choses, mais qui concerne le trial, il y a beaucoup de filles qui s'entraînent beaucoup maintenant. Mmh. Enfin, il y a eu
Alors beaucoup, c'est pas ça se compte pas non plus en trentaine, mais il y a un petit groupe de filles qui s'entraînent. Je dirais que c'est plutôt, comme tu dis, peur de la difficulté et pourtant alors même qu'elles se sont déjà entraînées sur certains aspects, dès que, la zone est un petit peu tournée différemment, qu'il y a un peu plus de hauteur, tout ça, c'est non. Il faut que ce soit forcément faisable, en fait. C'est plutôt ça, le truc. C'est que s'ils se voient pas faire la zone, et ben, il faut pas qu'elle existe, la zone. Même si certains pourraient le faire ou que sur un malentendu, ça pourrait passer. En fait, elles s'engagent trop dans, l'organisation des zones. Alors que pour moi, c'est absolument pas à nous de le faire. Que ce soit en 2022 quand elles étaient un peu faciles ou, plus tard si jamais un jour elles sont vraiment difficiles, c'est pas à nous d'en décider. Nous, on grind, c'est tout. On se débrouille et elles s'immiscent beaucoup trop dans l'organisation. C'est comme, là cet été, il y en a 2 qui se sont arrangées pour, terminer une distance en saut longueur, histoire d'être, championnes du monde à 2. Bah, ça n'existe pas ça, enfin, je veux dire, non. Elles ont fait: «Ouais, mais vas-y, si on refait une fois, si on se met à tel écart, comme ça, on réussit toutes les 2 et comme ça, on gagne». Ils étaient contents de gagner à 2. «Ouais, on est 1res». Ça voile est joli. Après, nous, c'est vrai que Non, mais en il y fait, a pas de match, vraiment, quoi. l'idée, c'est de s'organiser comme ça. À la limite, si tu tombes sur la même, distance et oui, que tu finis championne du monde toutes les enfin, c'est championne d'Europe toutes les 2, c'est super. Mais là, c'est elles ont minutieusement, cherché enfin Il y a un truc qui est pas une espèce de ouais, de chercher à contourner un petit peu les règles à chaque fois comme, là, aux États-Unis, certaines, bah, elles posent le genou discrètement sur la zone et ça, on repère aussi parfois chez certains jeunes où il y a pas la notion de, bah, d'intégrité, tout simplement. Je lève mon pied de la pédale, je dis: «Je descends» et voilà, je l'ai vu, je l'ai fait, je descends. Il y en a, c'est, bah, voilà, ça s'est pas vu, le juge il a rien dit, donc je continue et ça, je ne comprends pas et chez les filles, il y a beaucoup ce oui, alors c'est attention, pas de généralité, chez certaines filles, il y a cette mentalité d'aller chercher un peu, la déviation, d'aller chercher à minorer un petit peu les autres. garçons, il y a quelques exemples en tête, mais peut-être un peu moins, c'est possible. Mais à ce niveau-là, pour moi, c'est pas possible. Au championnat du monde, tu peux pas négocier, les choses. Et en termes d'ambiance, du coup, parce que j'ai l'impression que l'ambiance, chez les femmes est peut-être un peu moins bien que chez les hommes. Enfin, moi, j'ai l'impression que chez les hommes, on est en concurrence, mais en vrai, on est assez copains l'un avec les autres. Comment ça se passe, J'ai des affinités avec certaines et moins avec d'autres, disons. Parce qu'il y a bah, je sais pas qui écoutera ton podcast. Pas grand monde. Mais le côté Unicycle Forever est pas je suis pas trop fan de l'ambiance que c'est. Le côté, une leaduse, grande prêtresse, de l'urbain, qui déclenche sur les autres qui sont très: «Oh là là, Rox, oh là là, Rose», enfin un espèce de fanatisme un peu bizarre. Ça, je suis pas très fan et justement, puis voilà, il y en a d'autres qui et c'est un peu vicieux. Disons que si je rate et je le vois sur leur tête que ça leur fait plaisir Mmh. et ça, je trouve que ça se fait pas. Oui. C'est et voilà. Je vois très bien. Oui, bah oui, il y a ce truc-là, du coup, ça fait ouais, un peu le groupe contre, du coup, la championne du monde. Mmh. Oui, comme toi, tu pas dans le groupe, ouais, non, mais je vois un peu l'idée. Et par exemple, donc cet été, la compétition a été difficile, il était 14 heures, il faisait une chaleur pas possible, 40 degrés, j'ai jamais fait ça et j'ai bouilli sur place et j'étais incapable de rien faire et juste avant, pendant l'explication des zones, j'avais pas bien entendu et je demande à une fille: «Est-ce que ça, c'est autorisé à toucher la bouboire?» Elle me dit: «Oui, oui» et elle me l'affirme alors qu'elle a écouté avant tout ça. Je fais la zone, je touche le bouboire alors c'était absolument pas nécessaire, j'aurais pu passer par-dessus mais voilà. Je finis ma zone tranquillement et on me dit: «Non, non, c'est pas autorisé» et là, je me rends compte parce qu'au début, je me dis: «Non, mais elle a pas fait exprès, c'est comme ça» et en fait, d'autres sont venus me voir, justement, notamment Rose, pour me dire que cette jeune fille-là, et ben, en fait, elle grugeait un petit peu partout, en flat, en street et qu'elle avait cette manie un peu de d'induire les gens en erreur et ça alors je me suis dit: «Waouh, il faut que je me réveille» parce que moi, j'ai toute naïve dans le monde de bisounours, ça n'existe pas, quoi. Et donc j'ai fini deuxième parce que, bah, cette zone n'a pas été comptée pour moi. C'est pour ça qu'au niveau du niveau, je me sens pas non plus à la ramasse, j'ai pas perdu de beaucoup, mais ça m'a un peu choquée Oui. cette, cette, façon de faire et celle qui a gagné, c'est une Italienne que j'aime beaucoup, que je trouve, c'est Anna Steiner et je trouve qu'elle a un vrai style, de triariste, elle progresse beaucoup et j'étais contente que ce soit elle qui gagne parce que voilà, elle est très sympa en plus et justement elle, je m'entends très bien avec elle. Mais il y en a d'autres, j'avoue que je pousserais très fort pour pas qu'elles passent devant.
Ok, c'est marrant. Mais oui, parce qu'en fait, il y a une sorte de paradoxe dans la compétition. En fait, l'idée, c'est de viser le plus haut possible, de braver toutes les difficultés. Mais par contre, il faut accepter totalement et être le plus réglo possible avec les autres adversaires. Et c'est comme ça que... Alors moi, c'est un truc, je crois que je l'ai peut-être déjà lu dans les podcasts, mais sur un truc, je trouve ça ultra important, c'est qu'il y a plein de manières de gagner, il y a plein de manières de perdre. La pire manière de toute course, c'est de perdre en étant mauvais joueur. Et la meilleure manière de gagner, c'est de gagner avec du panache. Et à monde, mais par contre, tu peux très bien perdre avec du panache. Moi, je pense que ça a été mon cas pendant les Unicorns en 2, Magnifique. où j'ai pas du tout gagné, mais en fait, tout le monde se rappelle de mon truc. Mais par contre, moi, j'ai pu gagner des compétitions, genre à Saint-Brévin, en son hauteur. Je visais le record du monde, j'ai pas réussi. J'ai pété les plombs, alors que je suis le premier. J'ai mal gagné. Et du coup, gagner en donnant des fausses informations à ses adversaires ou des trucs comme ça, c'est pas une bonne manière de gagner. Non, ouais. Et puis, en fait, on a l'impression que le monocycle, enfin, ou ça reste toujours le cas pour moi, mais pour moi, c'est un écosystème très sain. Mmh. Je me sens en sécurité, voilà, je me sens en sécurité surtout émotionnelle, au sein de cette communauté. Mais des petites choses comme ça, c'est pas juste, pas cool. Ah. Ça détruit, en fait, le mythe, justement de cette communauté où tout le monde est fair-play, tout le monde est accessible et voilà, les jeunes, hein, mais sauf que les autres lui disent il va falloir qu'ils le comprennent parce que pour moi, ça peut c'est ce genre de comportement, c'est la porte ouverte sur toutes les déviances, qu'il y a actuellement dans d'autres sports. Alors oui, la compétition, moi, je suis totalement pour que ça se démocratise de plus en plus dans nos cycles, mais si on pouvait garder, un esprit intègre et sain, ce serait quand même idéal. Je pense qu'on peut parler du futur maintenant. Quid des Unicorns Eh bien, écoute, là, quand on est parti à Budapest, cet été et donc que j'ai fini 2e, quand j'étais assise, j'avais 2 choix. Soit, c'en est fini pour moi, je suis trop vieille, 24 ans, elle est jeune, elle est de 17-18, ça va être chaud. Mais en fait, ça m'a fait un peu de bien de finir 2e. C'est un peu paradoxal, mais j'ai senti que j'avais un peu lâché mon fardeau et que je pouvais redevenir challengeuse pour l'année prochaine. Et que même si pour l'instant je conservais le titre, je pouvais aussi arriver en tant que bon, c'est pas obligé que ce soit moi qui gagne. Et ça m'a fait du bien. Et là, je me suis dit, ok, tu m'avais déjà dit tu serais la première à gagner 3 fois. Ouais, ça, je fais donner un peu la pression aussi. Non, non, mais c'est pas une pression, c'est une information. C'est juste, voilà, garde ça en tête, tu fais ton truc, tu t'entraînes. Là, je me suis vraiment entraînée. Là, j'essaye d'avoir une vraie démarche d'entraînement, musculation, un petit peu de cardio, de faire voilà, du saut en hauteur. Malheureusement, comme je te disais, j'habite à Évreux maintenant et je peux plus rentrer comme je veux. Enfin, j'aurais aimé rentrer comme je veux, mais je travaille le samedi matin. Ça fait beaucoup de contraintes. Au début, ça a été un peu dur à encaisser. Mais c'est pas grave, on continue. On s'entraîne comme on peut. Et il y aura des stages que Cercle va proposer. Donc ça, c'est bien pratique. En avril, il y aura un stage. Il y avait une discussion pour que Marc-Fabienne vienne, mais ça, c'était pas possible, voilà. Mais voilà, je me sens bien. En tout cas, ce que j'aimerais, mon objectif, ce serait d'aborder cette compétition de manière sereine pour la première fois de ma vie. Je sais que ça va pas forcément être le cas, parce que ce sera forcément stressant. Mais j'hésite à prendre l'appui d'un coach mental, quelqu'un extérieur. Là, les tarifs, j'en regarde sur internet, c'est Ça, je me rends pas compte. c'est un peu chéro, mais bon, après, ça dépend de ce qu'ils proposent. Il y a pas de ce qu'ils proposent. Mais je pense que je vais peut-être m'y mettre. Je me dis, j'ai pas beaucoup de. Je sais pas combien de temps je vais durer dans le temps. Après, on a l'exemple de Marc-Fabienne, mais je sais pas combien de temps un monocycliste. On me pose souvent la question quel est l'âge de la carrière d'un monocycliste à haut niveau? Et il y a Marc qui a 36 ans, donc on pourrait se dire longtemps. Mais non, je sais pas. Oui, enfin, aux alentours de 30 ans, déjà, ça commence à être compliqué. Donc ouais, donc j'ai pas trop de temps à perdre, il faut que je profite de ces années-là. Donc pourquoi pas un coach mental et puis essayer de vivre bien la chose. Déjà, cette CFL, attention, ça paraît très peu pour certains, mais j'ai rompu avec mes superstitions. Oh, J'ai oublié mon t-shirt rose cette année. Donc je serai en mode dark, ok, en noir, tu vois, très bien. sombre. Là, nous sommes sur un podcast en toute intimité. Et depuis très longtemps, j'ai des culottes porte-bonheur. J'osais pas poser la question. Voilà. Et je me suis imaginé qu'il y avait un truc comme ça. Et je les mets à chaque fois. Quand je les mettais pas, je me perdais. Donc tu vois, la superstition s'est créée. Et cette année, je me dis, pas de t-shirt rose,
faut être pardonner. Là, le tout pour le tout. En plus, de surcroît, je me mets des straps, je me blinde des chevilles à chaque compétition. Et elles ne bougent plus du tout. Elles peuvent juste faire haut, bas pour les pédales, mais rien du tout du côté latéral. J'ai complètement oublié d'acheter mes straps cette année. Cette année, c'était la débandade. Mais je me dis, on tente de faire du trial juste en faisant du trial. Pas en mettant d'abord les protèges tibia gauche, ensuite les protèges tibia droit, parce que c'est comme ça. Mais ouais, j'ai un truc à la Raphaël Nadal complètement. Hein. Vraiment, ouais. Tel sous-vêtements, telle chaussette, machin. Et après, tu as des démons. Je fais pas correctement. Moi, en street, il y a ce truc-là un petit peu. Faut que tu prennes tes marques correctement avant le rail, puis si tu prends pas, tu recommences. Ça, et après, en fait, t'es honté. Donc je me dis, on revient maintenant. Comme ça, l'été prochain, si j'ai mon t-shirt, si j'ai pas, tant pis, et puis voilà. Essayez de pas mettre la victoire sur justement les objets un peu. C'est pas l'objet qui fait l'athlète, c'est l'athlète qui fait son résultat. Voilà. Et ça, alors ça paraît ridicule, hein, mais c'est un gros point. Hein. Non, mais t'es pas la seule. Et voilà, cette année, j'essaye de faire la compétition tranquille. Ça m'a un petit peu fait plaisir que certaines athlètes internationales ne soient pas là. Ça m'a un peu rassurée quand même. Ça ne doit pas en dire à chaque fois. Mais c'est bien, ça te challenge. Oui, mais ça me pousse à dos à chaque fois. Après, c'est vrai que c'est aussi agréable de faire une compétition sans pression. Mm. Parce que moi, finalement, les meilleures compétitions que j'ai faites, c'est que j'avais zéro pression. Mm. Et bah, allez, c'est parti. Et c'est bien, c'est tout. Bah, l'année dernière, du coup, il y avait l'italienne et l'allemande. Et je me suis tellement douée que j'ai eu des courbatures pendant 2 jours. J'avais l'impression d'avoir la grippe. Mon corps, il n'était pas fait du tout à ce choc, quoi. Je me suis allée au bout de moi-même. Ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit, si ça, c'est le bout, j'espère que j'ai un peu de réserve parce que sinon, je vais juste arriver à mes limites et pas pouvoir progresser. Comment tu vois le trial féminin ou même les sports urbains féminins plus tard? Moi, j'ai l'impression que quand même, ça commence à pousser maintenant. Il commence à avoir, moi en street et en flat, je vois que il y a des femmes qui commencent à avoir un bon petit niveau. En trial aussi, et je sais pas, moi, en fait, je suis curieux de voir, je suis sûr que le niveau est encore monter, vraiment rattraper les hommes. Alors pas les rattraper, je pense qu'on a quand même une avance encore qui est confortable, mais sur plein de trucs challenger bien énervé. Ah oui, je suis d'accord avec toi parce que il y a de plus en plus de pratiquantes déjà. Et alors, même si bon, voilà, ce que je disais précédemment, la Team Unicycle Forever sur certains points, ses côtés un peu étranges, mais elle a le mérite de ramener beaucoup de riders et de rideuses surtout dans ces milieux-là. Et on commence aussi à voir un style qui commence à se ressembler un petit peu à celui des hommes. Je parle par exemple à Diana, qui est allemande, qui a gagné le championnat du monde l'année dernière, qui a un vrai style de flatteuse en flat. Oui, oui. Pareil pour Cora, qui a pareil un vrai style. Après, qu'est-ce que c'est un vrai style? Chacun a son style. Mais ce que je trouve parfois un peu dommage, c'est que certaines figures féminines sont poussives. Enfin, Oui. on sent qu'il y a moins à l'aise, disons. Et pareil pour le trial. Moins de vitesse, moins d'amplitude. Et puis, pour le coup, tu parlais de Music Forever. En street aussi, moi, je vois la problématique. Il y a un truc, une volonté d'optimiser les runs pour gagner et tout ça. Ce qui fait que du coup, bah, par exemple, typiquement l'année dernière, elles ont gagné par rapport à des hommes parce qu'elles ont tout plaqué et tout ça. Par contre, ça n'a aucun intérêt. Mm. C'est ultra répétitif et c'est très robotique. Mm. Il n'y a pas de panache. Et ça, je trouve ça dommage. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est en termes, je trouve ça surtout en termes d'aisance en fait avec le monocycle, même en trial, ça va être des petits sauts très rapides, puis un gros saut, puis on sent qu'elles ne sont pas forcément à l'aise avec le rebond, avec le monocycle trial, tout ça. Et pourtant, je suis presque sûre que toutes ces filles, tu les mets sur un monocycle freestyle, et là, ça n'a rien à voir. Et c'est ça que je trouve un peu dommage. C'est qu'à mon avis, les garçons ne touchent pas forcément au monocycle freestyle de leur vie, presque. Ils passent tout de suite sur un monocycle de flat. Et c'est l'inverse pour les filles. Elles vont commencer avec du freestyle. C'est comme ça qu'on retrouve beaucoup de wheel walk, de one foot, de stand walk, tout ça quand elles passent en flat. Et c'est ça où il faudrait réussir à changer un peu les choses en se disant, bah, écoutez, on est directement là-dessus et vous aurez tout de suite l'habitude de rouler avec ce type de monocycle. Et du coup, il y a une question peut-être intéressante qui peut-être te met la pression. Je ne sais pas si tu t'es posé la question, mais du coup, en tant que double championne du monde, tu as une forme de responsabilité par rapport tu es une sorte de modèle, finalement. Qu'est-ce que ça fait tout ça? Fait très plaisir.
Parce que justement, Anna dont je parlais tout à l'heure, celle qui a gagné cet été, elle m'avait envoyé beaucoup de messages pour me dire, «Merci, c'est toi mon modèle, je rêverais d'être comme toi». J'étais: «Waouh, c'est beaucoup, c'est beaucoup pour moi là». En fait, je m'en rends pas toujours compte, j'avoue. À certains moments, quand on me le dit, oui, mais j'ai l'impression que je fais un petit peu mon truc et que justement, je fais mon truc, personne ne remarque. C'est très bizarre, hein, j'ai l'impression que personne ne me remarque, alors que pourtant je suis en flow lors des compétitions et tout le monde me dit: «Ah, alors, ton t-shirt rouge, je t'ai vu». Enfin, mais quand tu parles de responsabilité, j'aimerais m'investir un peu plus. C'est juste que je suis un petit peu monotache et pour le moment, je démarre ma carrière professionnelle. Je suis un petit peu, focus là-dessus. Mais je sais que plus tard, ça me plairait peut-être de faire partie du comité trial, français, pourquoi pas même à l'international. Parce que j'ai un peu arrêté cette histoire de légitimité. Je me sens de plus en plus légitime à dire les choses. Il y a des choses qui me conviennent pas, enfin qui ne convenaient pas, dans l'organisation du trial et maintenant je sais que je pourrais dire déjà parce que je parle un peu mieux anglais et je pourrais dire: «Bon, je viens vous aider». Et pas parce que je viens me piquer une tête. Non, je suis légitime. Oui, j'ai pas le niveau d'un garçon, mais c'est comme ça. Les filles ont un certain niveau, les garçons ont un certain niveau et ça ne veut pas dire que, il y a un rapport de force qui s'installe. Maintenant, je me sens, voilà, légitime à discuter avec les organisateurs, même à l'international, pour donner mon point de vue, ce qui n'était pas le cas avant. Et voilà, peut-être dans quelques années, je serai plus investie. Et moi, je veux voir une vidéo, en fait. Ouais, c'est vraiment drôle que tu en parles parce que ça aussi, c'est un vrai sujet pour moi. Parce que, je suis pas du tout comme je te disais avant, d'enregistrer, je suis pas du tout téléphone, filmer tout ça, ça me vient pas. Et Marin, lui, au contraire, il filme beaucoup, il documente beaucoup. Semaine de trial qu'on a fait en mois d'août, je me suis dit: «Allez, une vidéo par jour». Mais ça me demande un effort considérable de penser à filmer ou de poster et puis le montage. En fait, c'est pas mon univers du tout. Et tu as raison, en vrai, ce serait intéressant de voir les progrès, de voir tout ce que je peux faire, mais j'ai pas le réflexe du tout de poser mon téléphone, la caméra et de me filmer. C'est quelque chose qui est très dur. En fait, moi, je vois ça aussi par rapport à une sorte d'archive. Je trouve que dans le monde, dans le monocycle, il y a plein de vidéos qu'on fait date qui permettent aussi de voir des styles différents et tout ça. Et ça permet, pour le coup, c'est aussi pour ça que tu peux être un modèle important. C'est parce que tu vas faire une vidéo et du coup, les gens pourront regarder ta vidéo. Parce que si tu as juste les compétitions qui sont de temps en temps, ça, enfin, moi, c'est parce que je viens du street, mais la vidéo, c'est très important. Parce que plus que la compétition, il y a vraiment ce truc où tu vas tout mettre dedans et ça va être ton objet à toi. Et ça va durer plus dans le temps que finalement des médailles qu'à la fin, tu donnes dans 10 ans, on va plus s'en rappeler. Il y a des gens qui vont regarder si bien les vidéos plein de fois et qui vont vraiment être marqués par ça et qui vont se construire toutes des années sur ça. Moi, c'était les vidéos Xavier Colo. La vidéo Vénère, tu l'as regardée je ne sais pas combien de fois et ça a été extrêmement important pour moi. Et je trouve que c'est un truc qui se perd, mais et je crois que je vous l'avais dit avec Marin, mais il faudrait que vous passiez à Lyon pour que je vous filme et tout ça. Ouais, mais en fait, je sais pas dans quelle disposition et en fait, voilà, je suis complètement ignorante là-dedans. Déjà, j'y pense pas et quand je le fais, je me dis: «C'est sur cette zone parce que je l'aime bien, je la trouve jolie tout ça». Puis finalement, ça me demande beaucoup d'essais. Donc la personne qui filme, j'ai l'impression qu'elle se fait chier, que je l'embête, en fait, à faire ça. Donc c'est une source de stress, de pression, tu vois? Mais je vois très bien ce que tu veux dire et mine de rien, mon père, à un moment, il venait souvent aux entraînements, il m'a fait une petite vidéo Movie Maker et je suis déjà contente de voir le avant et le après. Donc, en soi, je suis contente. Ça demande un effort. Ou alors, il faudrait poser la caméra en haut, de la session, filmer toute la session et puis découper des bouts qui nous intéressent. Mais ce qui peut être possible aussi, en vrai, bah, par exemple, moi, une des plus belles vidéos de trial que je trouve qui existe, elle n'est pas vue beaucoup, mais c'est la vidéo que Maël a faite sur son terrain de trial. Je ne sais pas si tu l'as vue. Et c'est une vidéo où il a juste posé la caméra pendant 5 ans. Il filmait petit à petit des trucs et tout ça. Il a fait une compilation en fait. Et là, il n'y a pas de mouvement de caméra compliqué. Il n'y a personne qui l'a filmé et tout ça. Donc il a pris son temps sur le machin. Et ben, en fait, juste parce qu'il a fait plein de trucs un peu originaux et tout ça, elle est trop bien cette vidéo. Et en fait, aussi bien juste, tu poses la caméra quand tu fais tes entraînements sur les zones, parce qu'en plus, vous faites tout le temps des zones différentes. Et en fait, au bout d'un an ou deux, tu ferais une belle compilation, et puis c'est bien, ça suffit. Mais je trouve que voilà, c'est ça qui manque. Et même Marin, je crois qu'ils ont filmé cet été avec Adrien. Et finalement, je sais pas s'ils ont fait la vidéo ou s'ils ont juste fait une story sur. Et ça va, c'est un projet. Ah, c'est un projet.
Parce que moi, je veux l'avoir, cette juillet. Je veux que voilà, faut marquer un temps. Moi, j'en ai fait quelques-unes justement pour le stage et il y en a eu qui est ah, il y a aussi le côté, technologique. Parce que là, c'est Marin qui m'a dit: «Je filme avec ma caméra» et il m'a toujours pas envoyé la vidéo. Donc du coup, après ça mais bon, ça après on a toujours des choses à faire. Il y en a et du coup, celle qui est dans l'appareil de Marin, si un jour elle sort, elle est très drôle parce que, je me prends une gamelle qui aurait pu être dramatique et qui ne l'a pas été. Donc voilà, le moment a été capturé. Mais oui, tu as raison, faudrait que j'en fasse plus. Au moins une. Mmh. Ouais. Une par entraînement, surtout que maintenant ils deviennent rares, donc autant les capturer. Non, pas par une par entraînement. Une Oui, mais définitive. une par entraînement Oui. et après Quoi, tu fais un truc, voilà, tu dis, voilà, moi, j'ai gagné des médailles, mais ça, c'est moi, ça, c'est mon style, c'est mon truc. Une dernière question. Bon, je t'avais appelé quand je devais réaliser cet article sur les questions de genre dans les compétitions et tout ça. Et en gros, un des objectifs qui était apparu, c'était d'essayer qu'il n'y ait pas de règles différentes entre les hommes et les femmes. Et du coup, moi, je me pose la question, qu'est-ce que tu penserais si, pour les phases finales du trial, en fait, les zones soient les mêmes pour les hommes et pour les femmes, qu'il n'y ait pas des zones d'un côté pour les femmes et limite on mettre les femmes en premier et après les hommes, ou enfin un truc comme ça. Mais par contre, qu'il y ait des niveaux différents et que du coup, on peut dire par exemple qu'il y a des zones qui rapportent 1 point et des zones qui rapportent 2 points. Et du coup, cela n'empêche les femmes après de faire des zones qui rapportent 2 points, par exemple, ou des trucs comme ça. Est-ce que c'est clair? oui, oui, c'est très clair et c'est très intéressant. J'avoue, j'y avais pas pensé dans ce sens-là parce que, autre chose que je n'ai pas dit en 2024, chose qui m'a fait extrêmement plaisir et c'est d'ailleurs le cœur du problème que les filles avaient soulevé pour elles, c'est que les zones, c'était les mêmes. C'était les mêmes modules, en fait, pour les hommes et pour les femmes. C'est juste qu'on partait pas du même sens et ça, c'est pour moi, c'était une avancée extraordinaire. Il y avait pas nos petites brindilles d'un côté et puis, les grandes constructions de l'autre. Et en effet, on pourrait dire qu'on change même pas le départ. On fait un départ pour tout le monde et ce serait intéressant d'essayer. Je suis pas franchement pas contente, je trouve ça même, très intéressant. Mais rien que ça, d'avoir le même module et de changer juste l'arrivée qui était un peu haute ou ça m'a fait un plaisir, monstrueux et c'est là quand les filles moi je suis arrivée pleine de joie, c'est ça que j'ai pas dit tout à l'heure, je suis arrivée pleine de joie: «On fait les mêmes choses que les garçons, c'est génial» et elle a dit: «C'est trop dur». Ah ça casse un peu le moral quand on se dit: «On va pas avancer» quoi. Même si Bah oui, parce il qu'il y a, il y a une sorte de, je sais pas, de contre-discours, mais il y a ce truc de dire on veut être l'égal des hommes, mais en même temps, on a un petit confort quand même en étant on est un peu chouchouté du coup. chose que je déteste. Mais après, chacun est comme il est. Mais ce que tu suggères est intéressant. Par contre, je sais pas si j'expérimenterai directement en finale de championnat du monde, tu vois? En fait, il faut le faire en finale. Le problème, c'est qu'à part en championnat d'Europe et en championnat du monde, il n'y a pas vraiment de finale. Bah, aux EUC, ça pourrait être parce que je trouve que c'est le lieu où les expériences, sont admises. C'est tous les ans, c'est toujours au même endroit, il y a pas vraiment de surprise. Quand on gagne les EUC, on est quand même super content, mais c'est pas un titre mondial non plus, donc c'est un entre 2 qui pourrait être, Bah, faut proposer, à vrai dire. Mais moi, j'aurais tendance à mettre les hommes et les femmes en même temps, du coup, voir comment ça réagit. c'est ce qu'on a fait cet été. Oui, oui, mais du coup, oui, oui, mais oui, on remarque, ça marche aussi. Parce On que a tout mis en même temps, il y avait les exercices. les zones n'étaient pas exactement les mêmes, mais quand même un petit peu. Alors ça, c'était en 2024. On a oui, voir les femmes et les hommes. Oui, enfin les femmes d'abord, les hommes après, sur les mêmes modules. Et cet été à Budapest, c'était tout le monde en même temps. Oui, mais là, Ça c'est dépend. pas les mêmes zones, par coup. Et là, ça se croisait un peu, mais pas trop. Mais oui, il n'y avait pas les mêmes zones. Moi, la peur que j'ai, en fait, de faire les mêmes zones, c'est qu'il y ait ce truc un peu par exemple, je sais pas, il va y avoir Marc Tabiet qui va passer dans vas-y Marc et tout ça, tu vois, et que du coup, les nanas sont peut-être un petit peu plus timides ou un peu plus. Enfin, Puis surtout, beaucoup de monde à faire les mêmes zones. Ça peut créer des bouchons, et les bouchons entre elles, c'est très chiant. Moi, ce qui me poserait question, c'est est-ce que, parce que du coup, ça voudrait dire que les hommes devraient faire, on va dire, si on en fait 20, 10 zones de plus. Pour moi, déjà en 1 heure, c'est assez compliqué pour eux de faire les 10 et de se concentrer pour faire les grosses. Donc, il faudrait qu'ils s'occupent aussi de celles qui sont plus faciles. Donc, ça leur fait perdre de l'énergie, ça leur fait perdre du temps. Et est-ce que nous, on arriverait à faire les grosses zones? Parce que vraiment, je ne peux pas me prétendre au niveau de l'art fabial, ça, ce serait un mensonge. Est-ce que ce serait optimal pour tout le monde? Je suis pas sûre. peut-être que la meilleure façon à faire, c'est qu'on reprend le principe des unicorns aux États-Unis, où tu as en gros la version de la zone féminine et la version masculine, sauf que là, on va dire que c'est pas féminin masculin, on donne juste tu gagnes 1 point si tu fais cette version-là,
ou tu gagnes 2 points si tu fais cette version-là. Moi, tu gagnes pas 3 points si tu fais tout. Exactement. Et là, je pense que c'est peut-être le plus simple. Et comme ça, oui, ça va. Et du coup, là, les femmes, elles peuvent très bien tenter la version de 2 points, ça n'empêche pas. Et encore même, ça demande un gros travail de conception, hein. Ouais, mais en vrai, c'est assez fréquent quand tu fais une zone et puis tu dis ah, mais on pourrait bien rajouter un truc sur le côté pour faire une deuxième zone et tout ça. Ça change pas. Bon, je pense qu'on n'aura pas toujours c'est un peu plus dur. Mais donc, ça pose seulement la question de l'attente. C'est aussi, il y a que 10 zones et qu'il y a 20 personnes, ça fait toujours qu'il y a quelqu'un qui attend devant toi. Alors que quand on est 10 sur 10, on est tranquille pour la séance, enfin, pour le truc là, au final. Ah, ça pose d'autres problèmes. Bon, bah, il faut y réfléchir, du coup. Mais c'est pas bête, hein. Ou alors, il faudrait plus de temps, plus de zones. Ben ouais, parce que oui, et puis après, ça va pas changer que les hommes, du coup, ils vont dire bah, du coup, je vais faire la version 1 point parce que j'arrête pas de la version 2. Du coup, ça va faire la queue aussi. Ah, c'est pas si simple, hein. Tu vois, je pensais avoir résolu le problème d'avant, c'est pas si simple. Mais c'est des vraies questions qu'il faut qu'on se pose, mais on va pas finir sur ça quand même. Sur un débat inachevé, en tout cas, si les auditeurs ont des solutions. Nous sommes preneurs. Est-ce que tu peux me raconter, bon, en même temps, je crois que tu me l'as déjà raconté, ton plus beau souvenir de monocycle? Une des meilleures compétitions que j'ai faites dont j'ai pas parlé, c'est les EUC 2024, je crois. On est parti avec toute la clique, avec Nico, Candice, Fanny, Marin, Adrien et en fait, on s'est éclatés, c'était génial et j'ai fait une compétition, avec mes amis autour, c'était génial. On est partis visiter aussi, quelques jours, et la compétition, je l'ai fait sans pression, j'étais hyper contente et je voyais qu'il y avait la petite Joëlle justement dont je parlais qui pleurait dans les toilettes parce qu'elle avait une pression énorme et j'étais là: «Oh, je sais pas quoi faire, c'est la première fois où moi je suis pas dans cet état-là». Enfin, c'était super, c'était hyper léger et j'ai terminé, une demi-heure avant. Donc en plus j'étais pas sous pression. C'était un très, très beau souvenir cette compétition. On a fait la fête que ce soir, enfin on a fait un EUC, normal mais enfin normal, on va dire. C'était vos premiers UC du coup, ou pas? Non, c'était 3e pour moi. Ah, c'était 3 ans. Mais là, on était vraiment tous partis ensemble. Ah ouais, c'était une super compète. Cette compète, il y avait une espèce d'aura, une espèce d'atmosphère magique. Ça, c'était cool. Oh, sinon d'autres souvenirs, hein, comme, en 2022, comme, en 2024 aux États-Unis, j'ai regardé Adrien et je lui ai dit: «Est-ce que j'ai gagné? Est-ce que tu es sûre que j'ai gagné? Est-ce que j'ai vrai? OK». «Oui, oui». J'étais: «Ah, mais non, mais tu regardé? Tu bien compté?» Parce que c'était pas si évident que ça, mais voilà. J'en ai plein. Et puis en 2015 aussi, on avait fait une CFM avec plein de copains ici à Songier. Et là, avec Candice et Sroyan, on a repris une photo exactement au même endroit 10 ans plus tard, en 2025. Donc c'est que des bons souvenirs en fait. Il y en a des mauvais, mais ils sont vite balayés. Ok. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Eh bien, je remercie Eddy parce que c'est un des seuls à justement se concentrer sur les archives, sur les ressentis des monocyclistes, chose que les gens ne pensent pas forcément à faire. Et je trouve que c'est vraiment chouette que tu fasses ça. Ah, bah, merci, je pense pas que tu allais me congratuler, mais non, mais sur l'univers humain aussi. Non, j'incite vraiment là-dessus parce que je trouve que et puis tu as raison, au niveau des vidéos, au niveau de l'archivage, au niveau de, voilà, ces podcasts, ils sont hyper intéressants parce que, ben voilà, j'ai pas vraiment suivi, j'en suis navrée. Je vais pouvoir accéder peut-être aux émotions des autres monocyclistes, savoir s'ils vivent la même chose que moi, savoir s'il y a d'autres problèmes qui se posent. Et voilà, on n'en parle pas assez. Les gens ne se livrent pas assez. Et merci de les faire se livrer. En fait, moi, le truc que je trouve important, c'est que quand j'ai fait la page Wikipédia, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui ont vraiment marqué l'histoire du monocycle, qui ont disparu. Et je trouve ça dramatique. Un mec comme Loïc Bourg, tu peux pas trouver de vidéo de lui. Alors qu'il a été champion du monde de flat pour la première fois. Il a été vice-champion du monde de street. Il a inventé plein de figures. Et ben, impossible de retrouver des vidéos parce qu'elles étaient sur Vimeo ou des trucs comme ça. Et du coup, c'est bien le minimum d'essayer de retrouver un peu des informations et d'essayer de dire aux jeunes générations. Alors, peut-être il y a moins ce truc, mais moi je sais que quand j'ai commencé, je regardais les vieilles vidéos et tout ça, et j'étais incroyable, j'essayais vraiment de me renseigner sur ce qui s'est fait avant. Et je sais pas, je trouve ça ultra important en fait. Mais c'est pas. Voilà. Du coup, je suis un peu. Il y a un côté un peu comme je fais plus trop de monocycle aussi, je pense qu'il y a un côté un peu. Extérieur, sur le regard extérieur. Non, mais je pense qu'il y a aussi un truc un peu pervers de mon côté, me dire, comme ça on n'oubliera pas. Peut-être que c'est pas tout à fait innocent, je ne sais pas. Mais Bon, même sans ça, oui, t'as une personnalité unique.
sans doute, mais et peut-être, je sais pas. Mais voilà, moi, je trouve que c'est un truc qui est ultra important et c'est pour ça que et tu vois, là, tu nous as parlé de choses que, bah, les autres, ils n'ont pas parlé. Toutes les questions de santé mentale, tu vois, ils ont tous des problèmes, un peu de stress ou des trucs comme ça, mais toi, ça a été très important et je pense qu'il y a plein de gens qui doivent se reconnaître là-dedans et du coup, il y a plein de gens qui vont peut-être aborder la compétition différemment, des trucs comme ça. Enfin, oui, c'est pas on n'est pas il y a pas beaucoup d'auditeurs, hein. Merci en tout cas d'écouter, vous êtes très aimables. Heu mais voilà, en tout cas, merci pour ton témoignage. Merci à toi Voilà pour l'invitation. et bonne compétition. Merci. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Vous avez sans doute remarqué qu'il a pris longtemps à sortir et je m'en excuse. J'ai eu des problèmes avec mon ordinateur, mais j'ai surtout une vie bien remplie en ce moment. Avec ma compagne, nous sommes en train d'acheter une maison et nous attendons un heureux événement pour la mi-août. Alors forcément, le podcast n'est plus tout à fait ma priorité. Heureusement, ce très cher Théo Granier m'a proposé spontanément de me filer un coup de main et c'est lui qui a donc monté cet épisode. C'est vraiment un bon gars et je tiens tout particulièrement à le remercier pour son travail. Ça me touche beaucoup et ça me permet de me libérer un petit peu de temps pour tous mes autres projets. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode de Radio Monostar One.